Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour du Jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis avec Charlène. Bonjour Charlène. Bonjour Justine. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors Charlène, toi tu es astrologue Jyotish et aujourd'hui tu vas nous parler des nœuds Rahu Ketu, donc un gros sujet pour le coup. Alors avant qu'on commence ce talk, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Donc je m'appelle Charlène Ingouf et je suis donc astrologue védique mais aussi illustratrice. J'ai un peu ces deux casquettes qui du coup sont une de mes particularités dans mon travail où du coup je mélange un peu les deux. Mais du coup dans ma pratique de l'astrologie, je réalise notamment des thèmes astrales. Je travaille aussi en collaboration avec ma sœur au niveau des minéraux, donc allier le minéral et l'astrologie. Réalise aussi des profils stellaires qui permettent du coup de découvrir en fait ces signes, mais du point de vue de l'astrologie védique, pour avoir une première approche de soi, découvrir un peu qui on est. Et donc ça se présente sous une forme de carte que je design moi-même, d'où un peu la combinaison de ces deux activités. Voilà, globalement, pour ce que je peux vous proposer dans mon activité. Et j'exerce aujourd'hui ça fait maintenant, j'ai commencé en 2018 à apprendre l'astrologie et j'exerce depuis 2 ans, 3 ans officiellement maintenant. Donc une belle expertise quand même de 3 ans déjà, en plus de celle que tu as avec les minéraux qui sont en fait vraiment un remède, une pailla particulière en Exactement, plus à l'astrologie. c'est ça. Et puis moi j'aime beaucoup l'aspect associé l'astrologie et le design parce que finalement le Jyotish c'est l'œil des Védas et comme une illustration ça fait aussi appel à ce regard, à ce jugement tu vois de l'esthétique. Finalement c'est pour moi très logique tu vois de faire de l'art avec de l'astrologie parce que ça utilise le même médium finalement. C'est ça, et puis l'astrologie est une science, mais aussi un art qu'on peut dire divinatoire. Donc je trouve que finalement tout se connecte, et puis on peut avoir aussi des sensations ou des énergies qu'on ressent et qu'on a envie de traduire aussi, enfin pour ma part visuellement, comme je suis beaucoup aussi touchée par les yantras, tous les symboles autour justement de l'astrologie, les mandalas qui existent autour de ça et qui sont du coup très puissants et qui ont une énergie forte. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle énormément et que j'utilise du coup dans ma pratique personnelle de l'astrologie. Et tu vois, un autre symbole, pour rester dans ce domaine-là, c'est le symbole du serpent ou du dragon, qui est la représentation parfaite d'une nord et d'une sud, de Rahu et de Ketu. Et c'était un peu notre thème de prédilection pour aujourd'hui. Donc, travailler, en tout cas, discuter un petit peu autour de cette symbolique. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est que ce nœud karmique Rahu Ketu? Donc c'est une des particularités en fait de l'astrologie védique qui est essentielle en fait dans la lecture d'un thème, qui sont donc ces deux nœuds lunaires Rahu et Ketu. Donc, comme tu l'as très bien dit, dans la mythologie hindoue, Rahu va représenter la tête du dragon et Ketu la queue du dragon. Et sur le plan astronomique, les nœuds lunaires sont les points en fait des éclipses dans le ciel. Et, euh, et donc ces points sont quand on y pense en énergie, c'est des points hyper importants puisqu'ils symbolisent ce passage de l'ombre à la lumière. Et donc en énergie, dans le thème, ça va être des points de transformation clés, de compréhension de soi, qui sont en fait très peu utilisés en astrologie occidentale, alors que lorsqu'on fait une lecture de thème en astrologie védique, c'est vraiment essentiel, puisqu'on va pouvoir y découvrir le karma, on va pouvoir y découvrir les potentiels cachés, les potentiels de transformation aussi, tout ce qui va être axé sur le psychisme de l'individu, sur aussi les karmas lourds, notamment si on ramène des choses anciennes du passé qui peuvent
énormément enfin, être conflictuelles avec nous dans cette vie-là. Et aussi, c'est des forces très puissantes puisqu'elles ont aussi cette capacité d'altérer complètement l'énergie d'autres planètes. Donc c'est pour ça que ces deux points en fait donc fictifs, nous on va utiliser le terme planète, mais ces deux points fictifs dans l'espace sont hyper importants pour analyser en fait le thème de la personne. Alors du coup, toi, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu comment tu les utilises dans ton interprétation? Parce que tu as parlé du fait que ça pouvait altérer du coup les capacités ou les qualités d'une planète. Est-ce que tu as peut-être des exemples concrets ou comment est-ce que tu l'interprètes quand quand tu les vois dans un thème, ces deux nœuds? Alors du coup, après, il y a aussi des... Donc, ils sont diamétralement opposés tout le temps dans le thème, puisqu'il y a le nœud nord et le nœud sud, donc tout le temps, ils se retrouvent en opposition. Euh, Donc pour ça, c'est quand même beaucoup de l'ordre du ressenti. Enfin, je pense que pour toi aussi, il y a de ça, ou quand en fait on est confronté à un thème, il y a beaucoup une sensation. Donc bien sûr, il y a tout ce que peut nous dire notre précieux logiciel sur la qualité des planètes, leur dignité et leur fonctionnement, s'il est bénéfique, maléfique et tout ça. Euh, mais justement, c'est ça que je trouve assez intéressant dans l'interprétation des nœuds, c'est que c'est beaucoup de l'ordre de la sensation, parce que ils ont pas spécialement un... C'est pas très, comment dire, figé leur fonctionnement bénéfique ou maléfique, même si dans les écrits, ils ont plutôt une fonction maléfique, une énergie assez négative. Mais dans le ressenti, c'est quelque chose qui est assez mutable, en fait. Et donc je me fie vachement du coup, à côté de quelle planète elle peut être conjointe, si cette planète va être une planète forte ou une planète faible. Et c'est ça en fait que j'aime assez explorer dans les nœuds, c'est que on y découvre plein de choses qui sont vraiment de l'ordre de la sensation quand on l'étudie. Euh, et donc par exemple, après pour donner un exemple où on peut se retrouver à des énergies conflictuelles donc, auxquelles j'ai pu avoir affaire, c'est quand par exemple on a Raoult dans la même maison que la Lune. Généralement, ça c'est quand même une énergie assez compliquée puisque Raoult étant justement une planète qui génère une éclipse et surtout par rapport à la Lune, va ombrager justement cette énergie lunaire. Et donc on peut le relier aussi à la mythologie où donc les hindous voyaient du coup Rahu et Ketu comme les deux démons qui avalent les luminaires. Donc pour le coup, dans un thème, lorsqu'on retrouve Rahu et Ketu soit en présence du Soleil et de la Lune, donc conjoints dans la même maison, ou qui vont avoir une influence directe sur les deux luminaires, généralement c'est quand même des énergies qui peuvent être compliquées, et là va falloir creuser un peu là-dessus, comprendre pourquoi. Mm. Et c'est vrai qu'en particulier, je trouve la lune Raoult, parce que pour moi, Raoult a tendance à gonfler, mais avec beaucoup d'ignorance, et Ketu a souvent tendance à restreindre et à rejeter. Et quand, en particulier, je trouve la lune est conjointe à Raoult, il y a cette idée de venir gonfler, mais de façon démesurée, la sphère émotionnelle. Mhm. Donc forcément, en fait, on est dirigé par ses émotions, donc prendre des décisions, ça devient toujours un petit peu plus challengeant pour ces natifs parce que c'est comme si le mental, l'émotionnel était toujours ombragé par cette éclipse. Et en polarité, si on a par exemple notre soleil avec Ketu, Ketu est la restriction, le soleil veut briller. Donc là, pour le coup, il peut pas y avoir, tu vois, une meilleure annulation, entre guillemets, de cet effet solaire que par le soleil Ketu. Ce qui fait que confiance en soi, tout ça, tout de suite, on est un petit peu, on est chatouillé par ces éclipses. Exactement, et Ketu Soleil, on peut même aller, puisque Ketu est très relié à la psychologie aussi, au psychisme. Ketu est une énergie, comme tu l'as dit, qui intériorise, qui contracte énormément, et qui est beaucoup dans la sphère ouais, de l'ordre du psychisme, de l'intuition, mais très mentale aussi. Et du coup, Ketu Soleil, Soleil qui est du coup cette énergie du soi, de l'expression de qui on est, il peut y avoir aussi même des troubles, je trouve, psychologiques de j'ai du mal à me percevoir physiquement, j'ai du mal à me reconnaître, tu vois, en tant qu'individu, à identifier en fait ce que je suis, à m'identifier comme une personne dans le monde réel, quoi. Il y a une espèce de déconnexion aussi à la réalité, au soi, qui peut être assez violente psychiquement, jusque-là, quoi.
ou Raoult, pareil, Raoult Lune, moi dans l'expérience que j'ai eue de ça peut aussi indiquer des traits, des vieilles tendances aussi collectives, tu vois, reliées à des choses qu'on aurait pu faire il y a longtemps, un gros karma lourd, et qui vraiment, qui peut être aussi relié, tu vois, aux démons, à des choses assez sombres qu'on aurait pu faire par le passé, et qui tout à fait obstrue du coup ce côté émotionnel dont tu parlais, qui cache un peu cette intuition et qui l'ombrage avec quelque chose d'assez négatif en fait, qui empêche d'avoir cette clairvoyance et qui ramène quelque chose de vraiment difficile à transcender Mm. dans le quotidien, quoi. Et moi, je trouve que c'est d'autant plus difficile parce que, comme tu l'as expliqué, c'est une polarité Raoult Ketu. On a Raoult d'un côté, Ketu de l'autre, ne nord, ne sud. Donc ça donne en fait deux indications, deux directions. Et moi, je trouve souvent qu'on est tout le temps polarisé, soit vers Raoult, soit vers Ketu. Et en particulier, bah, quand ça touche un luminaire, tu as tendance à être soit polarisé vers Raoult ou vers Ketu, ce qui crée davantage en plus de déséquilibre chez la personne. Parce que d'un coup, on va aller vers notre Raoult, donc nos désirs, mais notre inexpertise, ou sinon on va vers Ketu, donc notre zone d'intériorité, de confort, mais en même temps c'est pas vraiment là où on doit aller parce que ça reste quand même une zone de rejet. Et finalement je trouve que pour beaucoup, je m'inclus, tu vois, je pense qu'on s'inclut tous dedans, on est toujours, tu vois, un peu polarisé entre cet axe Raoult Ketu. Alors je sais pas comment toi tu le ressens, cette dynamique de polarité, mais moi je la trouve assez forte chez beaucoup. Oui, oui, et puis de toute façon, il y a cet axe, quoi. Enfin, physiquement, dans le thème, il y a toujours cet axe qui nous tire vers deux endroits. Donc après, il faut étudier où sont placés Raoult et Ketu, et du coup, quel est l'axe des maisons. Et ça va être important. Sur quel axe, en fait, on va jongler entre quel domaine de notre vie ça va nous faire jongler, quoi. Et, euh, et ouais, comment dire, c'est puissant et ouais, je pense que ça joue vachement du coup par rapport à la maison où ils se trouvent et à quelle planète ils vont être conjoints et influencés. Parce que des fois, on peut avoir un Raoult tout seul qui, même s'il est dans une maison, l'énergie peut être isolée, va fonctionner entre guillemets toute seule. Mais par contre, un Ketu qui peut être conjoint au maître de l'ascendant ou une autre planète qui va dominer dans le thème. Et là, du coup, il y aura une prédominance, je pense, à être influencé plus par Raoult ou plus par Ketu. Donc ça, après, ça dépend voilà, de tous les aspects que peuvent avoir les autres planètes. Et, euh, et voilà, donc ça, après, c'est de l'ordre de l'analyse de, un peu plus approfondie de chaque personne, quoi. Et toi, du coup, quand tu vois qu'il y a un déséquilibre, en tout cas qu'il y a un challenge par rapport à cet axe, est-ce que tu as des recommandations particulières ou, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on a parlé de choses qui peuvent faire un petit peu flipper tout le monde en disant, bah mince, tiens, j'ai Raoult avec ma lune, mince, Oui. c'est dramatique. Mais est-ce que toi, tu utilises peut-être des remèdes ou des upayas qui peuvent du coup en fait aider à transcender ces énergies, voire même peut-être les orienter d'une façon peut-être plus bénéfique pour la personne? Mm. Oui. Parce qu'effectivement, on nous dit souvent Raoult et tout sont maléfiques, ça fait très très peur hein, quand on lit les descriptions que peuvent représenter ces planètes et quelles sont leurs énergies, alors qu'en fait c'est des points clés de transformation, de transcendance. Et moi j'aime les voir comme justement deux énergies qui ont des polarités positives et négatives en fait, mais qui nous laissent le choix de, contrairement à Saturne où des fois on n'a pas trop le choix, mais qui nous propose d'agir d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on a le choix d'utiliser, je trouve, ces énergies comme on en a envie. Et je trouve que c'est assez véridique pour Raoult, qui est une puissance colossale en fait, de réalisation, d'ambition, de matérialisation, qui a ce pouvoir aussi d'attraction énorme. C'est un espèce je trouve, d'onde un peu invisible, mais qui a un magnétisme assez fort et qui permet du coup d'attirer à soi beaucoup de choses, qu'elles soient vertueuses ou justement négatives pour nous.
Et, euh, et du coup, par rapport au remède, moi j'aime d'abord expliquer à la personne où se situent justement ces énergies-là et quelles peuvent être les tendances justement positives pour elle, bénéfiques et plus négatives. C'est un peu, surtout quand on étudie Raoult, puisque Raoult est aussi très relié à l'ego, il va avoir tendance à se greffer dessus, à prendre, euh, à se mettre sur l'ego et à agir avec lui quand on lui donne ce pouvoir-là. Et du coup, j'aime bien, en tout cas dans mes consultations, essayer de faire prendre conscience à la personne de cette possibilité-là, de simplement déjà la regarder pour la comprendre et, euh, et qu'elle puisse en fait elle-même, si tu veux, choisir quand elle l'utilise et quand elle ne l'utilise pas. Et je trouve que déjà poser la conscience dessus permet du coup d'avoir une possibilité de soi-même utiliser et jongler avec cette énergie comme ça nous convient. Et bien sûr, après, on a aussi, quand il y a des énergies qui peuvent être vraiment très lourdes, l'utilisation des minéraux ou bien sûr des mantras, des yagas qui sont pour le coup très très efficaces. Et ça dépend bien entendu de la problématique de la personne. Voilà. Mais déjà, en fait, avoir conscience de ce mécanisme, de comment il va fonctionner sur nous, quelle part de notre ego aussi il peut utiliser, je parle surtout pour Raoult là, et bien ça nous permet après d'avoir plus de maîtrise sur ça, déjà. Et tu vois, cette image de Lego que tu as donnée, moi, ça me rappelle le thème de Donald Trump. Alors, parce que je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Et lui, il a ce placement, en fait, il a le soleil avec Raoult dans la maison de 10, bah, de la carrière, de la politique. Et c'est vrai que le conseil qu'on aurait pu lui donner, c'est d'être peut-être un peu plus en maîtrise de comment est-ce qu'il utilise ce pouvoir. C'est ça. Moi, j'aime bien, enfin, je nomme le soleil et Raoult ensemble en union le coq. Ouais. Moi, pour moi, c'est vraiment, tu vois, parce qu'il y a cette idée de gonfler l'ego et un coq, tu vois, ça se la pète un peu, ça se la raconte. Et il y a un peu cette idée avec le soleil qui représente le soi, plus Raoult qui vient gonfler tout ça. Et là, on est sur une expansion, si c'est pas une explosion d'ego. Et c'est clair que tu vois, juste de poser de la conscience, dire ouais, attends, est-ce que on prendrait pas un peu les rênes là, on freinerait pas un petit peu peut-être la confiance en soi, tout ça, on se remettrait pas un peu en question. Et c'est vrai que c'est des choses des fois qu'on oublie de faire parce qu'en diurétique, voilà, on a plein de remèdes, comme tu l'as dit, on a des minéraux, il y a des yagnas, des pujas, il y a plein de choses à faire. Mm. Et en même temps, le travail le plus difficile et peut-être le plus bénéfique, c'est celui d'arriver à se mettre en question et s'auto-questionner. Et là, c'est clair que c'est souvent en lien avec Raoult qu'on a de plus grosses problématiques. C'est ça, Raoult en fait donne un pouvoir tellement puissant et je crois que d'ailleurs on avait étudié quand je faisais mes formations, on a étudié le thème de Macron et justement il avait un Raoult, enfin il a un Raoult très puissant, il me semble que c'est en maison 9, ce qui explique du coup cette capacité à influencer les masses, à avoir ce pouvoir pour justement donner un exemple. Et effectivement, Raoult, situé dans certaines maisons, donne un grand pouvoir politique et que j'ai justement ce genre d'énergie, je l'ai vu dans d'autres thèmes et surtout quand on a ça, c'est important d'avoir de la conscience qu'on on possède en fait ce pouvoir-là et, et que après on fait bien ce qu'on en veut, mais de l'utiliser de façon intelligente quoi et qu'il peut aussi, on peut bouffer les autres comme il peut nous bouffer aussi quoi. Donc, je trouve que c'est hyper important, en tout cas quand on parle de Raoult, de poser la conscience qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, quoi. Mais carrément, carrément, c'est vrai qu'on l'oublie. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu parles de Macron, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de lui, on parle d'un peu comme si il était un peu le gourou de quelque chose, tu vois, genre le maître rentre. Enfin, c'est un peu l'image, tu vois, qu'on a peut-être, en tout cas, comment on le caricature, en tout cas. Et je trouve que les caricatures, bon, c'est les meilleures représentations de qui on est, finalement. Et en particulier, tu vois, quand ça vient toucher, bon, des maisons, comme tu l'as dit, clés, comme la maison 9. D'ailleurs, on retrouve aussi ce genre de combinaison chez des gourous, même d'ailleurs, des personnes dans la spiritualité qui peuvent avoir beaucoup d'influence.
Et quand ça vient toucher, je trouve, la sphère du mental, c'est même encore plus compliqué parce que, alors, autant quand ça vient toucher qu'une maison sans vraiment, en tout cas quand il n'y a pas de lien direct avec une planète forte, ça va. Mais quand ça vient toucher l'esprit comme la Lune ou même Mercure, Mhm. je trouve que tout de suite, ça vient apporter une sorte de confusion au niveau du natif. Et tu vois, arriver à discerner, à se dire, ah là, en fait, j'ai du pouvoir, j'ai une Shakti ici, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Et c'est là le rôle de l'astrologue de dire, attends, ce serait bien qu'on reste un petit peu là-dessus et Ouais, c'est ça. qu'on prenne du recul. C'est ça, apprendre à dénouer. Et j'ai un peu la sensation aussi, je sais pas toi, mais que les nœuds viennent vraiment apporter aussi donner une puissance. Ils délivrent vraiment une puissance aux planètes avec lesquelles elles sont conjointes. Et, euh, et que vraiment cette énergie n'est pas nécessairement bénéfique ou maléfique, mais c'est une puissance qui est là et elle vient booster aussi à certains endroits dans le thème. Carrément. Et je le retrouve aussi dans les nakshatras dirigés par Ketu ou par Rahu aussi. Je trouve que c'est des nakshatras qui ont tendance aussi à avoir et à porter cette Shakti beaucoup plus. Alors, tous les nakshatras ont une Shakti, une énergie, mais je trouve que ceux de Ketu et de Rahu sont encore plus forts parce que quand une planète se retrouve dans un de ces nakshatras, il vient porter indirectement l'énergie de Ketu, de Rahu, et ça vient porter un petit peu, du coup, cette énergie de polarité. Et c'est encore plus important pour moi, tu vois, d'avoir, enfin en tout cas de faire un focus sur ces nakshatras-là, parce qu'ils délivrent en fait un message karmique. Et tu disais tout à l'heure, on fait ce qu'on veut, alors dans une certaine mesure, parce que c'est vrai que moi je dis toujours, oui, alors on fait ce qu'on veut, c'est vrai qu'il n'y a pas de souci, mais l'axe karmique Raoketu, il vient aussi nous dire, ouais, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Par contre, faudra pas venir te plaindre s'il y a les conséquences de tes actions ou dans tes vies passées, ou enfin dans tes vies futures, des conséquences de ce qui va arriver aussi. Et c'est là le truc où il y a beaucoup d'illusions avec Raoult et tout, Oui, c'est que du coup, bah, en fait, on peut très vite être attrapé dans cette sphère de bah, de toute façon, j'ai de l'énergie, j'ai du pouvoir, voilà. donc carpe diem, je fais ce que je veux. Et puis après, se mordre les doigts parce que Ouais. bah, on se dit, ah, il y a des conséquences. Exactement, c'est tout à fait ça et je trouve que le terme est très juste, le terme illusion est très juste parce que Ketu c'est ça aussi où c'est vraiment une planète qui justement gère toute cette phase de voile, d'illusion, c'est aussi la planète qui préside l'éveil et qui nous met dans une espèce de ouais, où on a l'impression que pendant une période où on est aveugle, et d'ailleurs souvent dans les périodes de Ketu, on peut avoir la sensation de pas trop être conscient de ce qu'on fait, de pas savoir où on va, et qu'à la fin, on a souvent des révélations aussi. Donc Ketu, c'est ça aussi, ces phases de révélation puissantes, et Raoult, justement, ouais, cette énergie-là qui nous est prêtée, hein, mais on est toujours après responsable de ce qu'on fait et de ce qui va nous arriver. Et c'est ça aussi que j'avais pu voir justement dans des thèmes, et c'est souvent symbolisé encore une fois par Raoult, mais on avait un Raoult justement en maison 12 avec la lune, et là, clairement, il y avait une espèce de choix qui s'imposait là, c'est soit tu choisis de retourner vers la lumière, soit vers les démons, mais ça va être très violent, quoi. Il y avait cette espèce on le disait comme une espèce d'énergie de rédemption, en fait, dans cette vie-ci, qui du coup laissait moins le choix à l'individu. Sinon, après, c'était un peu comme une dernière chance. C'était une des rares fois où j'ai vu un truc assez puissant à ce niveau-là, aussi clair par rapport à l'énergie de Raoult. C'est soit la lumière, soit l'ombre, quoi. Et il n'y avait pas trop d'entre-deux. Et donc, dans les moments comme ça, oui, c'est important d'appuyer là-dessus, d'expliquer que l'énergie, elle est hyper puissante et que et ben, les actes qu'on va poser en rapport avec ça vont avoir une répercussion beaucoup plus directe en fait dans notre vie, dans la vie de l'individu, plutôt que d'autres où ça va être plus léger, on va avoir un karma, mais ça sera pas aussi lourd, alors que là vraiment ça montrait que l'énergie elle allait être directe, que ça allait avoir des répercussions quasiment immédiates en fait sur le corps, sur l'esprit, sur la vie quoi quotidienne, et que ça laissait pas trop le choix quoi. Ça laissait pas trop le choix. Ouais, c'est un peu comme un instant karma en fait. C'est Ouais, là, t'es incarné.
t'as pas le choix, quoi, en fait, t'es C'est obligé. ça. Et c'est vrai que des fois, du coup, souvent, en tant qu'humain, on aime se comparer et on aime se dire pourquoi moi c'est si dur. Et des fois, parce que, bah voilà, il y a cette intensité qui est liée à notre thème, qui est liée Mm. à nos vies passées, au karma qu'on a et qu'on est censé venir résoudre. Et c'est toute la beauté, je trouve, du Joy-Chi, c'est aussi de pouvoir guider, tu vois, dans ces sphères-là en disant, ok, bah, il y a un gros karma, mais voilà, il y a des outils, il y Mhm. a une spiritualité, il y a des courants philosophiques que tu peux aller explorer, que tu peux Mm. développer, il y a des gourous, il y a des maîtres, il y a des éveillés que tu peux Mm. aller rencontrer. Et du coup, il y a ça aussi qui, c'est pas juste seulement ok, voilà, débrouille-toi. Oui, C'est, tout à ok, il fait. y a un karma, mais tu peux être aidé, t'es pas tout seul aussi. Ouais, 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 totalement. Et puis plus en fait on en prend conscience tôt, plus justement on va pouvoir œuvrer pour transcender en fait cette énergie. Parce que c'est ça que j'aime aussi rappeler dans mes consultations, c'est que il y a rien qui est grave en fait. Il va y avoir des énergies plus denses que d'autres, mais en fait c'est ça qui est beau avec l'astrologie védique, c'est que tout est transformable en fait, tout se transmute, tout évolue, tout est en mouvement et rien n'est figé. On lance pas le truc en mode bon bah vous avez des planètes compliquées et puis bah démerdez-vous avec quoi. C'est pas du tout l'idée et on est là justement pour accompagner et, mais simplement et je trouve que ça aussi allège en fait de comprendre ce qu'on peut vivre parce qu'on se dit bah ouais je me sens je parle dans le cas encore de Raoult, de Ketou, je me sens enfermée psychologiquement ou je me sens en tension, j'ai l'impression qu'il y a des choses difficiles qui m'arrivent et j'ai rien demandé. Et bah d'identifier aussi, c'est pas donner une raison aux choses, mais d'identifier, bah oui, il y a ça qui amène ces énergies-là dans votre vie, et du coup, euh, ça va créer ces tendances. Plus vous risquez d'agir comme ça, plus ça va entre guillemets aggraver les choses, ou au contraire, ça peut vous porter, en allant vers cette énergie, au contraire, ça peut vous porter, amener à alléger cette énergie-là, etc. Et c'est ça qui je trouve, est hyper puissant dans l'astrologie védique, dans le thème, quoi. Mm. Et c'est vrai que du coup, bon, alors là, on a beaucoup parlé de Raoult. Oui, c'est Est-ce vrai. que on aurait peut-être quelques minutes pour revenir à Ketou? Qu'est-ce que toi t'en penses de Ketou? Comment tu l'interprètes du coup dans un thème? Alors, Ketu, donc en opposition à Rahu, donc Rahu qui est une planète expansive, qui va s'exprimer dans le collectif. Ketu, on est sur une planète d'introspection, qui intériorise énormément, comme tu l'as dit aussi, de contraction, qui restreint aussi la manière de penser. Ketu, ça dépend aussi pareil où il est situé. C'est assez variable parce qu'il peut y avoir des configurations, par exemple, quand on a Ketu dans la maison 1, la maison du soi, de l'âme, ça peut générer par exemple des prédispositions à la voyance ou à avoir une intuition assez développée, à avoir une ouverture déjà spirituelle et psychique assez forte. Mais en même temps, Ketu fonctionne aussi comme Mars, hein, fonctionne aussi comme Mars, donc il y a une énergie assez intense d'ambition, donc ça dépend en fait où il va être placé, et de réalisation aussi, Ketu. Et je trouve aussi dans les thèmes que j'ai pu interpréter que finalement Ketu fonctionne aussi comme Saturne. Il y a ce côté d'introspection, de connaissance de soi, de son fonctionnement intérieur, où il y a vraiment cette idée de je me coupe un peu du monde et je regarde vraiment tout ce qui se passe dedans. Mais le risque entre guillemets avec Ketu, c'est justement de rester emprisonné dans cette sphère-là intérieure, et de ne plus se rattacher justement au monde extérieur et au concret. Il y a un peu aussi ce côté dissociation, mais ça dépend vraiment de où il est agencé. Je trouve que Ketu est un peu plus facile que Raoult dans le thème, dans le sens où il peut être influencé un peu plus bénéfiquement que Raoult, qui est souvent un peu plus difficile à gérer, quoi, je trouve.
C'est vrai que Raoult, il est très bien représenté par la tête, c'est-à-dire qu'une tête, bon bah ça pense, ça pense, ça avale les expériences extérieures, mais s'il n'y a rien pour les digérer, bon bah en fait on va faire que, tu vois, manger tout le temps et apaiser une faim d'une bouche sans estomac, c'est compliqué. Mm. Que Ketou, le rassasier, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile, parce que finalement il est déjà l'estomac, il est l'ancrage aussi, et il offre en fait beaucoup plus de stabilité, parce que finalement, vu qu'il est notre karma des vies passées dans une certaine mesure, notre zone d'expertise, quand il retourne et que tu arrives à te dire, bon, ok, voilà, j'entends, et que tu arrives à accepter certaines choses, c'est clair qu'il est beaucoup plus facile à gérer. Et puis, il a beaucoup plus un rapport avec la spiritualité, je trouve. En tout cas, il amène beaucoup plus à la quête spirituelle. Que Raoult, ça va plutôt être j'accumule plein de choses, mais j'intègre rien forcément parce que je digère pas. Et Mm. donc tout ce que tu vas intégrer en période Raoult ou quand tu rentres dans des Antaradasha, Bhukti de Raoult, ça va être moins efficace qu'en période de Ketu, je trouve. Ouais, ouais, je trouve que c'est très juste ce que tu dis par rapport à Ketu, qui est vraiment cet aspect de digestion où on intériorise tout, on comprend, on analyse et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu plus simple comme énergie à, à vivre au Raoult. En fait, c'est hyper percutant, c'est très sanguin, c'est très nerveux, c'est tout ou rien, c'est hyper surprenant. Il peut nous arriver des choses euh, comme ça d'un coup, hyper positives, comme on peut nous retirer de quelque chose dans le matériel de façon, enfin, de façon impromptue. Et du coup, je trouve que c'est une énergie qui est vraiment dure à gérer Raoult et qui est tout. En tout cas, pour ma part, je suis plus à l'aise justement avec cet aspect de, qui, qui, euh, qui fait qu'on a une auto-analyse sur soi, où on aime apprendre les choses, les assimiler avec un peu plus de lenteur aussi. Il y a le côté méditatif aussi chez Ketu, moi que j'aime bien, où justement on peut faire un petit peu un récap sur les choses qu'on a vécues, on les digère mieux, ouais, on les analyse mieux, on les reçoit mieux, et avec aussi justement ce prisme de la spiritualité, de la perception plus élevée, quoi, plus éveillée que Raoult, où on accueille les choses frontalement dans la matière, quoi. Et Ketu, j'ai remarqué aussi qu'il avait un grand sens du détachement, ce qui fait que du coup, bah, toute action matérielle devient spirituelle. En particulier les natifs, bah, par exemple, qui ont beaucoup de placements Ashwini ou Mula, qui sont des nakshatras reliés à Ketu, je trouve qu'ils ont beaucoup plus cet apprentissage ou cette facilité peut-être à se détacher. Et donc du coup, finalement, ce qui leur arrive à l'extérieur, ça va moins les impacter. Ou en tout cas, ils vont plus rapidement rentrer dans une phase de deuil et de digestion, encore une fois, que les natifs de Raoult. Bon, bah, pour eux, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on va être dans l'esprit, on va ressasser, blablabla, mais finalement, on va rien digérer du tout. Et donc, la sphère du détachement, et finalement, qui est le but de la quête spirituelle, qui est le détachement pour une réelle compréhension et une libération, moksha, bon, on va avoir plus de mal à l'avoir avec Raoult que Ketu, lui, naturellement. Bon, il a plus de tête, donc il est relativement détaché, C'est ça. entre guillemets, déjà de base. Et donc, bah, forcément, du coup, ça facilite les choses. Et c'est vrai que les natifs, avec beaucoup de planètes en nakshatra et tout, je trouve qu'ils ont une facilité à la quête spirituelle, au détachement et à l'acceptation de la vie que d'autres natifs n'ont peut-être pas. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a vraiment cet aspect de dissolution, en fait, de tout, de détachement. Et c'est pour ça que je trouve que finalement, il fonctionne, il fonctionne beaucoup comme Saturne, hein, qui est dans cette énergie-là et qui apporte justement cet apaisement, ce détachement. C'est pour ça que je trouve quand on a Ketu, par exemple, en maison 12, c'est pas mal. C'est pas mal puisque Ouais. c'est la maison justement de la fin de cycle, de la transformation, de l'ouverture spirituelle. Eh bien, on va vers ce détachement en fait de, de tout ce qui nous alourdit en fait dans notre incarnation et on va vers cet éveil de l'âme. Mm. Carrément. Et puis moi, j'aime bien avoir Raoult en maison 6 parce que la maison 6 c'est la maison du service.
Et donc finalement, ici, Raoult, il fonctionne très bien parce qu'il va amplifier un désir qui va être celui de servir. Et finalement, on va rejoindre un peu cette mouvance du Bhakti Yoga, par exemple, ou de simplement Seva, le fait d'être au service. Et pour moi, ça corrèle tout à fait à une vie spirituelle remplie. Le détachement au travers de la méditation avec Ketu en maison 12, et puis ce côté service, je suis avec l'autre dans la maison 6, que à l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que Raoult en maison 12 et Ketu en maison 6, tout de suite, voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Ouais, 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 bah c'est exactement ça. Il me semble d'ailleurs que c'est le meilleur axe d'avoir Ketu en maison 12 et Raoult en 6, quand même un des plus favorables. Mais des autres axes intéressants, quand on a aussi l'axe vertical maison 1, maison 7, donc soit Raoult en maison 1, Ketu en maison 7, ou Ketu en maison 1 et Raoult en maison 7, et inversement. Ça, c'est des axes aussi puissants de transformation quand on les voit dans un thème, puisque lorsqu'on a donc l'axe vertical, il y a une transformation, un changement, une évolution qui va être permise avec les expériences du collectif, avec la rencontre des autres, donc le soi et l'autre, qui va être vachement présent. Et aussi, quand on a l'axe horizontal, c'est que souvent, il y a un basculement, un changement de mode de vie aussi à un certain moment dans la vie de la personne. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à étudier donc dans les périodes, dans les dashas, de voir quand est-ce que cet axe, ces énergies peuvent se manifester, pour voir quand il y a des changements importants dans la vie du natif. Et comprendre de quelle nature ils vont être, quoi. Et j'ai retrouvé aussi cette sorte de polarité, en particulier dans un axe, quand tu as le Kalasarpa. Alors je sais que tous les astrologues n'utilisent pas cette combinaison, je ne sais pas si toi tu l'utilises, mais ce Kalasarpa, c'est quand toutes les planètes se retrouvent dans un seul côté de l'axe Rahu-Ketu. Donc par exemple, on a Ketu en ascendant, Rahu en maison 7, on va avoir toutes les planètes dans la partie sud et ouest, donc c'est-à-dire de la maison 7 à la 12e maison. Et là, je trouve aussi que tu vois, il y a cette même dynamique il y a une certaine zone qui est plus activée et peut-être une autre qui nécessite, tu vois, être rééquilibrée, ou en tout cas, il y a cette dynamique-là qui vient être cherchée ok, dans cette vie, on est venu activer des trucs en particulier parce que peut-être on les a beaucoup regrettés finalement, peut-être dans une vie passée, parce que l'axe karmique Rahu-Ketu, il symbolise un peu aussi nos regrets, les choses qu'on n'a pas pu réaliser dans nos vies passées, qu'on veut faire dans cette vie. Donc autant les réaliser, comme ça on n'a pas à se les refaire dans encore plusieurs autres vies. Mais donc du coup, l'idée, voilà, c'est de se dire, ok, dans cette combinaison, on va essayer vraiment de voir s'il n'y a pas un équilibre à retrouver. Alors, pour ceux qui seraient astrologues, c'est pas une combinaison qui est utilisée par tous les astrologues, apparemment. Tout le monde est pas d'accord sur le fait si c'est une combinaison ou pas. Vous vous ferez votre propre avis en écoutant le thème et vous me direz si ça vous parle ou pas. Moi, je trouve ça assez pertinent de l'utiliser parce que je trouve que souvent, il y a une intensité quand tu as plein de planètes réunies dans une seule partie d'un thème. Parce que forcément, si tu as plein de planètes, par exemple, ensemble, tu as plus de chances de guerre de planète, tu as plus de chances de combustion, par exemple. Enfin, voilà, il y a plus de chances aussi d'avoir d'autres choses qui vont faire que ça va créer encore plus d'intensité. Ouais, totalement. Et puis c'est vrai qu'il faut déjà se fier au visuel du thème, hein. On voit où sont situées les planètes. Il y a, voilà, comme tu disais, des amas à certains endroits. Et puis comme le thème, bon, même s'il est présenté sous forme carrée ou rectangulaire, ça reste un cycle. Donc de voir où sont situées les planètes, ça permet aussi de voir dans quelle phase du cycle on est, en fait, dans notre phase d'incarnation. Donc je trouve que c'est c'est très pertinent d'étudier ça comme ça, en tout cas. Et oui, aussi un point intéressant sur lequel je voulais évoquer, c'est que Raoult et Ketu peuvent aussi, donc là encore un peu plus Raoult, mais nous permettre d'identifier des souffrances aussi physiques qui peuvent être liées à des karmas collectifs, je trouve. Par exemple, dans mon expérience, ça m'est arrivé de pouvoir identifier des violences, souvent, donc c'était par rapport à des femmes
qui avaient pu vivre des accouchements difficiles ou des fausses couches ou ce genre de choses. Et ça a souvent été symbolisé par Raoult qui se présentait en maison 5, il me semble. 5 ou parfois en 6, mais plutôt 5. En maison 5. Et donc là, on pouvait identifier ce genre de choses. Euh, qui, euh, qui bien sûr doivent d'ailleurs être après, c'est important d'accompagner les personnes sur ces choses-là qui peuvent être difficiles ensuite, parce qu'il y a ça aussi, je trouve, dans les nœuds lunaires qui est assez intense, c'est que ça peut faire euh, surgir des traumatismes ou des événements assez douloureux. Et quand justement nous on est apte à identifier ces choses-là, c'est déjà y aller avec à tâtons, parce que ça peut être des choses assez violentes et que la personne n'est pas forcément apte à le recevoir à ce moment-là. Et si du coup elle souhaite en parler, suite à ça, c'est vraiment d'accompagner la personne sur cette expérience et la guider après pour se faire accompagner, ne pas laisser ça en plan, quoi, parce que souvent on peut brasser des choses assez lourdes et on n'a pas envie justement de dire bah voilà, vous avez ça, c'est traumatisant, en plus ça vient d'un karma passé, vous ne savez pas le gérer, et du coup bah bonne journée. Donc voilà, on n'a pas du tout envie de ça. Mais voilà, c'est ça aussi que je trouve qui est intéressant dans les nœuds lunaires, c'est qu'on peut aller aussi très loin dans l'analyse de ces énergies profondes, et on peut aller sur aussi la psychologie de la personne et les traumas, quoi. Mm. Carrément. Et c'est vrai, quand tu parlais de Raoult en maison 5, moi je vois souvent des parcours PMA, donc des difficultés à avoir des enfants parce qu'il y a cette nécessité, tu vois, de gérer ce conflit qu'il y a pu avoir pour du coup après pouvoir en fait débloquer un petit peu cet axe. Alors c'est vrai que j'aimerais soulever ça et je pense que c'est super important que tu l'aies abordé. Qu'en tant qu'astrologue, on a vraiment un rôle qui a un rôle qui doit être bienveillant, qui doit toujours être dans le bénéfice de la personne qu'on va voir et qui est pas seulement juste de faire soit du prédictif, soit de dire un truc pour dire que c'est vrai, etc. Le but, c'est vraiment d'aider quelqu'un. Parce que moi, là, de plus en plus, j'ai des retours, en tout cas, je reçois des personnes qui ont eu des consultations avec des astrologues qui ont fait soit des prédictions qui sont fatalistes, de bah, vous allez être malade, ou vous allez mourir, ou ça vient d'un karma passé, ou si vous ne faites pas ceci, vous arriverez à cela. Alors, bien entendu, on peut voir, je pense, fondamentalement toutes ces choses dans un thème, et c'est ça qui est assez magique. Mais la magie, c'est aussi de posséder ce qu'on appelle le Vak Shakti, qui est cette énergie de la parole, cette vérité qui va sortir de notre bouche. Et donc, en fait, elle peut être vraie qu'à partir du moment où on a cette capacité d'être à l'écoute, de se dire est-ce que cette personne, elle est capable d'entendre ça, et comment, si elle est capable, je peux l'accompagner sans l'abandonner dans la nature avec ceci est votre karma, débrouillez-vous avec et allez faire 10 ans de thérapie après. Ça n'a pas de sens. Et pour le trou de la sécurité sociale, on est bien d'accord, c'est pas très très rentable non plus. Donc essayons d'économiser les biens de tout le monde et essayons d'accompagner tout le monde, tu vois, jusqu'au bout. Et comme tu l'as dit, je trouve ça vraiment, c'est super important de le soulever parce que l'astrologie, comme elle était pratiquée en Inde, il y avait une réelle compréhension et il y avait un réel suivi avec des gurus, avec des pratiquants, des maîtres spirituels qui étaient là pour accompagner les gens. Et le Jyotisha était lui-même un gourou, un enseignant. Donc il y avait vraiment, tu vois, une vraie guidance vers des questionnements philosophiques qu'on n'a pas plus, en tout cas aujourd'hui, ou moins finalement. Et on peut pas juste voilà, balancer 4 vérités à quelqu'un et le laisser tout seul, surtout quand on parle de karma à des personnes qui, de par leur culture, ont été coupées de ça, que ce soit par l'inquisition chrétienne, que ce soit par la différentes mouvances capitalistes, New Age, qui a un petit peu aussi mélangé tout plein de choses. Donc voilà, je trouvais ça super important de le soulever. Alors peut-être que j'ai un petit peu tergiversé et complètement changé de sujet, mais vu qu'on parlait de karma, je trouvais que c'était important parce que c'est aussi du karma de l'astrologue, finalement, d'accompagner les personnes qui viennent le voir. Oui, oui, totalement. Et c'est pour ça que moi, tu vois, je réalise pas de consultation de prédiction, parce que peut-être c'est une crainte de ma part, mais j'ai pas envie que les personnes après se projettent trop vite, parce que je trouve que c'est assez facile justement de tomber dans ok, on m'a dit ça, je le prends pour acquis, j'ai peur du coup de ce qui va m'arriver, je suis du coup en confrontation avec mon chemin de vie, parce que je sais que ça, si je fais ça,
ça va me porter préjudice, donc je vais plutôt essayer d'agir comme ça. Et en fait, on ne vit pas du tout ce qu'on est censé vivre, on n'est plus du tout connecté à soi et au présent. Et que pour moi, à mon sens, c'est vraiment ce qu'on réalise dans l'instant qui est le plus important. Et pas de se projeter et de voir trop loin dans le thème, parce que en fait, une action réalisée dans le présent va avoir un impact énorme dans le futur. Donc ça sert à rien en fait d'anticiper trop. Et du coup, voilà, effectivement, même quand on parle de karma passé, moi, quand je sens que c'est une énergie qui peut être plus ancienne, j'essaie pas de le présenter non plus comme une solution, une justification, en fait. C'est simplement une énergie qui peut être plus ancienne, mais du coup, c'est comment on va la traiter aujourd'hui dans le présent, quel impact ça peut avoir dans la vie aujourd'hui, et qu'est-ce qui peut du coup nous toucher dans notre fonctionnement présent. Et que de toute façon, en fait, plus on va vers son chemin de vie au quotidien, plus on agit dans cette dynamique, plus le karma il se dénoue tout seul. En fait, il n'y a pas de c'est important de pratiquer bien sûr les remèdes planétaires quand c'est nécessaire, mais c'est pas parce qu'on en fait des tonnes que tout va se dénouer facilement, quoi. Mm. Et puis encore une fois, il y a tellement de types de karma, parce que c'est vrai que nous en Occident on dit karma, voilà, il y a tout, mais il y a tellement de types de karma, et puis il y a du karma qu'on peut changer, d'autres qu'on peut pas changer, d'autres qu'on peut changer avec de l'effort, donc il faut, tu vois, de l'investissement, et finalement garder ça à l'esprit, et puis se dire que finalement même nous en tant qu'astrologue, ça peut être assez difficile de déterminer qu'est-ce qui est du karma changeable ou non. Ça peut être quand même super délicat parce que c'est pas inscrit en gros sur la planète, ceci est un karma changeable avec effort. C'est beaucoup plus, ça demande beaucoup plus de subtilité, c'est beaucoup plus difficile, et comme tu l'as dit, ça nécessite de savoir d'où est-ce que ça provient, de quel trauma, peut-être de quelle vie ancienne, etc. Donc ça nécessite cette deuxième aile du yoga, du Jyotish, pardon, qui est l'aile de l'intuition et pas seulement l'aile de la connaissance. Et finalement, c'est important en tout cas de personne qui reçoit une lecture de Jyotish, de se dire ok, je repars avec des upayas, avec des remèdes, ça vaut le coup de le mettre en place parce que finalement c'est très compliqué de savoir qu'est-ce que je peux changer ou non, mais par contre ce que je peux faire là dans le moment présent, c'est déjà énorme par rapport à tout ce que j'ai pu faire auparavant, et ça peut considérablement changer le cours de ma destinée. Et à défaut, si ça ne la change pas, ça changera de toute façon mon esprit, ma perception du moment présent et de ma destinée, et ce qui est le but finalement du yoga, qui va être cette union avec le tout, et c'est le but du principe de la quête spirituelle. Donc dans tous les cas, ça aura des effets bénéfiques. Exactement, tout à fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur le karma. Mais c'est important, je pense, de le soulever, et surtout voilà, qu'on a un rôle aussi d'accompagnant quand on est astrologue, et qu'on n'est pas simplement là pour balancer des choses qui peuvent être violentes, et de toujours le faire dans la bienveillance avec la personne qui reçoit ça, quoi. Mm. Mais c'est agréable, tu vois, parce que du coup, je pense que pour nos auditeurs, de l'entendre Mm. aussi de deux astrologues, c'est rassurant, parce que ça permet aussi de se dire que, ok, j'ai aussi une part de responsabilité, dans le sens où, en fait, je peux choisir un astrologue qui va ne pas me dire les choses que je ne suis pas prête à entendre, et qui va m'accompagner dans ce chemin de développement Mm. pour éventuellement, si un jour je le souhaite, entendre des choses qui peuvent aller dans cette sphère un petit peu magique et prédictive, mais qu'avant tout, si je suis pas prête ou prêt, autant être accompagnée avec voilà, quelqu'un qui a cette bienveillance. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'on le sent rapidement quand on touche en tout cas au nœud, et qu'on sent cette énergie-là quand il y a des choses qui peuvent bloquer. Mais ça, après, c'est de l'ordre du ressenti, ça, c'est pas de la connaissance inscrite, écrite. C'est vraiment au ressenti. On sent en fait si la personne est apte à aller dedans ou pas, et simplement de lui poser la question et de voir comment elle réagit. Et si elle ne répond pas positivement à ça, eh bien, c'est pas grave, on laisse, et il n'y a pas de problème, parce que tout est juste. Et de toute manière, je ne sais pas pour toi, mais on capte ce que la personne est capable de recevoir à ce moment-là aussi, dans l'analyse Mm. du thème. Ouais, carrément.
Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que c'est super important de développer cette deuxième aile, quoi, cette aile de l'intuition. Parce qu'on a toujours envie, tu sais, on ouvre le Prajnamarga, on se dit, OK, je vais découvrir la dernière technique dans le livre pour prédire quelque chose. Mais sans la deuxième aile de l'intuition, la prédiction, elle est certes, enfin, c'est certain qu'elle va tomber à flop. Enfin, ça marchera pas. Parce qu'il faut absolument ce prédictif, cette intuition qui vient nous dire, je le sens ou je le sens pas, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, du coup, peut-être, puisqu'on a un petit peu tergiversé sur cette sphère du karma et de Raoult et tout, peut-être est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter sur cet axe karmique Raoult et tout, voilà, quelque chose que tu aimerais partager à nos auditeurs? Euh, Ben moi je trouve que c'est vraiment un axe en tout cas qui est hyper intéressant, hyper important dans le thème il faut en prendre conscience parce que ce sont des énergies, enfin, il faut, chacun fait ce qu'il veut, mais il est important d'en prendre conscience parce que c'est des énergies puissantes qui nous permettent d'agir euh, sur notre transformation intérieure et aussi extérieure et, euh, et aussi voilà, que c'est des énergies qui aussi développent beaucoup l'intuition et, euh, et la clairvoyance sur ce qu'on est. Euh, donc pour moi, c'est vraiment des énergies sur lesquelles il faut aussi s'attarder lorsqu'on fait la lecture et qui sont intéressantes d'explorer, mais après, pareil, selon ce qu'on a envie de voir. Et, euh, et aussi, petite anecdote par rapport justement à quand il y a eu la pandémie, pour donner un exemple aussi de ce que peuvent représenter ces énergies. Il me semble que Raoult et Ketu, donc je me souviens plus de la configuration exacte, mais Raoult et Ketu étaient très actifs et sont justement responsables aussi des maladies, des pandémies, et donc pour illustrer un peu aussi ce dont peuvent être capables ces énergies et ces influences, quoi. Donc pour ça que c'est très intéressant et très important d'en prendre soin et de trouver un équilibre pour pas du coup tomber dans cette dynamique-là et de pas amplifier ces énergies ou les Voilà. amplifier d'une façon beaucoup plus bénéfique et spirituelle. Voilà, dans l'envie de vraiment se les approprier et pouvoir les utiliser comme on le souhaite, dans une façon qui nous est bénéfique pour éviter aussi de justement les subir. Parce que c'est pas toujours agréable, hein, c'est sûr. Mais voilà, vraiment se les approprier, et être au maximum en harmonie et ça avec toutes les énergies en fait des planètes de son thème. On n'est pas en confrontation. Il n'y a pas une planète qui est responsable de notre malheur. C'est des énergies qui gravitent en nous. Les planètes viennent nous montrer comment elles s'agencent. Mais c'est du coup vraiment être en collaboration avec ces choses-là et en prendre avoir une maîtrise positive sur elle et jongler en fait avec ces énergies-là et ne plus en être entre guillemets victime, quoi. Je trouve que c'est une très belle conclusion pour ce petit échange sur l'axe karmique Rahu-Ketu. Peut-être pour nos auditeurs, Charlène, est-ce que tu pourrais récapituler les lieux où est-ce qu'on peut te trouver si on veut réserver une lecture avec toi ou retrouver ce que tu partages en termes d'illustration? Alors, vous pouvez du coup me retrouver sur mon site internet si vous souhaitez réserver une séance, une consultation ou un autre service que je vous propose, sur highlight-astro.com et du coup aussi sur ma page Instagram si vous avez des questions ou si vous souhaitez me suivre sur highlight.astrologie. Et voilà, donc illustration, ça sera sur un autre compte par contre, qui s'appelle Charlie-ILGF. Génial. Et ben, je pense qu'on mettra tout ça dans la barre d'infos, comme ça, pour les auditeurs qui sont intéressés pour découvrir ton travail, et ben, vous aurez tout sous la main pour aller découvrir Charlène, aller réserver une lecture avec elle. Et puis bah, moi, Charlène, c'était vraiment un plaisir de t'avoir pendant cette heure ensemble pour échanger sur l'axe karmique Raoult et tout. Puis j'espère te revoir peut-être une prochaine fois pour d'autres sujets. Bah, c'était partagé. Merci beaucoup, Justine. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et j'espère à une prochaine, du coup. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci.